tant que vous n'êtes pas Nestlé, tant que vous n'êtes pas Coca, tant que vous n'êtes pas Nike, vous pouvez tester plein de choses. Justement, cette technique, on en avait parlé un peu en préparant cette émission, euh, c'est la technique qui est hyper contre-intuitive aujourd'hui et pourtant c'est génial. Ça me fait presque chier de le dire parce que je veux pas que les gens le fassent trop. Pourquoi? Parce que les gens doivent se dire le mec est complètement parti sur Mars. Et d'ailleurs, je vais donner le truc, c'est la manière dont j'ai trouvé mon premier client pour mon agence. Comment est-ce que je fais pour trouver mon premier client quand je suis freelance, quand je suis une agence, mais pour tout, hein, pas que marketing, pour plein de choses. C'est vraiment impressionnant. Les résultats sont géniaux parce qu'en fait, vous sortez complètement du discours hyper convenu de l'agence marketing, nana, tatati, bien cadré. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Rivière. Bonjour Louis. Salut Youssef, merci pour ton invitation. Ça me fait bien plaisir. J'espère en tout cas que tu vas bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que c'est un épisode qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vraiment voir des approches de prospection plutôt B2C qui sont très originales et en même temps très actionnables. Et ça, justement, c'est quelque chose que je voulais vraiment apporter. Donc, juste avant de commencer, je vais te laisser te présenter rapidement pour que les gens puissent savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as fait jusque-là et pourquoi tu es la bonne personne pour nous parler de ces approches. Bah écoute, déjà merci donc, pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir, je le répète, mais c'est vrai. Et alors pour te dire peut-être en deux mots mon parcours très simple, j'ai fait 3 ans en tant que vraiment pure acquisition payante, paid, dans une grosse boîte où on dépensait 7, 8, 9 millions par an, donc de la grosse pub. Et puis après ça, j'ai complètement changé, j'ai monté une agence à mon compte, où j'ai fait la même chose que ce que je faisais, mais tout seul pour des clients. Et en parallèle de ça, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, j'ai monté un podcast aussi qui travaille à démocratiser vraiment les approches marketing pour tout à chacun, et notamment pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu à la base. Et en fait, c'est cette expérience qui m'a amené, surtout la partie où je me suis mis à mon compte, et donc j'ai travaillé avec des plus petites entreprises, à me dire, mais en fait, le paid, c'est fantastique, c'est un excellent levier, mais quand on n'a pas des budgets conséquents, on doit trouver d'autres solutions. On n'a pas le choix. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me creuser la tête sur qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer du trafic sur son site quand on n'a pas des milliers à mettre tous les mois, grosso modo. Et justement, ici, tu avais parlé de ton podcast. Il faut que tu dises le nom parce que, de un, niveau qualité, il n'y a rien à dire. J'ai écouté plusieurs épisodes et franchement, c'est du lourd. C'est très court, mais c'est vraiment bien dense. Et le nom, bah, il claque. Donc, je te laisse. Le nom est marrant, mais c'est gentil, hein. Le nom, ça s'appelle Allo Fiston. Pour une raison toute conne, c'est qu'en fait, à la base, on est deux dans cet épisode. Donc, il y a ma collègue Emeline Besson, que je salue ici si elle écoute. Et en gros, l'idée, c'est très simple, c'est que son beau-père et mon père à moi sont des gens qui sont reconvertis dans le marketing à 45, 50 ans. Ils ne venaient pas du tout de ce milieu. Et en fait, très souvent, ils nous appelaient pour nous dire: ouais, alors en fait, j'aimerais bien envoyer un mail à des gens, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu aurais une idée? Parce que j'ai entendu que c'était pas mal. Et plein de petits trucs comme ça. Et du coup, en fait, on a pris toutes ces questions que les gens se posent et on en a fait des épisodes. Voilà. En Grosso tout cas, modo. en tout cas, le nom, moi, je kiffe. Je ne savais pas pourquoi. Et le pourquoi me fait encore plus kiffer le nom. Donc, c'est parfait. Pour rentrer dans le vif du sujet, ici, tu as vraiment soulevé un point essentiel. C'est-à-dire que c'est vrai que malheureusement, le paid ads, c'est hyper intéressant. Ça offre plein d'opportunités. Mais il y a encore une fois la réalité du terrain qui est que ce sont des entreprises en face et Voilà. que automatiquement, ça va favoriser les personnes qui investissent le plus, ce qui est logique d'un point de vue business. Tout à Mais fait. quand tu es un petit entrepreneur qui commence ou voilà, tu n'as pas un budget illimité, il faut faire preuve d'originalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là. On va essayer de donner des pistes ensemble. Et Mm. je sais que tu m'as envoyé quelques pistes. Déjà, Alors, juste le nom. Chaque fois, je me disais, on va se régaler. Donc là, je te laisse commencer. Tu commences par celle que tu veux et on fera ça au fur et à mesure. alors, effectivement, j'ai pas mal de trucs hyper concrets là qui vont arriver, mais l'idée générale que je veux transmettre avant toute chose, c'est que plus que des méthodes ou des idées, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est le côté curieux et le côté j'ai pas peur de tester. Ça, c'est très important, ne pas avoir peur de tester, ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis.
Et il faut tout le temps vous dire une chose, c'est ce que je répète tout le temps, les gens ont du mal à le comprendre, mais c'est vrai. Vous avez deux logiques. Soit vous êtes une entreprise qui fait de la performance pure et vous vous en fichez de votre image. Et à ce moment-là, mais allez-y comme des cochons. Testez tout ce que vous voulez. On s'en fiche. L'important, c'est le chiffre d'affaires et même du coup plutôt la rentabilité. Parfait. Puis vous avez un deuxième cas de figure. Vous avez des entreprises qui sont en mode je construis ma marque, je construis mon image de marque, je fais un truc sérieux, carré. Mais à ces entreprises-là, je leur dis aussi, tant que vous n'êtes pas Nestlé, tant que vous n'êtes pas Coca, tant que vous n'êtes pas Nike, vous pouvez tester plein de choses. Ne commencez pas à vous dire « Ah non, je ne pourrais pas faire ça parce que ce n'est pas conventionnel, ça va abîmer mon image de marque. » Mais en fait, votre image de marque, elle n'existe pas. Et dites-vous bien un truc, c'est qu'il y a deux solutions. Soit vous testez un truc à petite échelle, et je vais donner des exemples très concrets, vous allez comprendre après. Vous testez un truc à petite échelle, ça ne marche pas. Eh ben, vous arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? 1000, 2000, 10 000 personnes qui ont vu ça? Votre image de marque, si vous êtes en B2C, elle n'est pas impactée. Ça n'a aucun impact, 10 000 personnes sur un marché. Option 2, vous faites ce même truc et ça surperforme. Et vous allez vous dire, bah oui, mais ce n'est pas mon image de marque. Bah à ce moment-là, il faut peut-être vous dire que ce que vous avez construit n'est pas en adéquation avec ce qui marche. Et donc, peut-être que si le terrain, quand vous testez un truc, vous renvoie à une surperformance, dites-vous peut-être que ce que vous avez construit dans votre bureau comme positionnement, discours, image, bah, ça ne correspond pas du tout à ce que le marché veut. Et donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Parenthèse fermée. Alors, vas-y, je t'en prie. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que parfois, on est face à des personnes qui surestiment en fait ce côté-là. Ils ont l'impression que tout le monde les regarde, tout le monde les surveille et à la moindre cohérence, tout le monde va les lâcher. Alors que pas Ouais, du ouais, tout. Il y a 100 000 entreprises sur le marché, tout le monde est en train de tester des choses. bien Il y a sûr. des approches, parfois tu te dis ça marcherait jamais. Et pourtant, quand tu entends les success stories, ça explose et souvent, c'est juste une question d'audace. Il faut tester. Certes, vous allez vous viander Bien plusieurs sûr. fois, mais Bien c'est pas sûr. grave. Le jour où ça marche, ça explose. C'est ça l'avantage en fait de se positionner sur des approches qui sont non conventionnelles. C'est-à-dire que c'est la petite quand l'autoroute est bouchée, bah, tu prends une petite route sur le Exactement. côté. Parfois, c'est vrai que tu arrives sur les travaux et tu dois revenir. Bien Tu sûr. as foiré ton truc. Et parfois, tu as gagné 2 heures rapidement. Donc, c'est vraiment des paris à prendre. Et quand on est petit, pour compenser à ce manque de budget qu'on a, c'est vrai qu'on pourrait compenser par cette originalité et par ce risque-là. Alors, justement, on parle d'originalité, on parle de risque. Moi, je te propose une première piste. Alors, attention, il y en a une petite liste assez importante que je vais dérouler, mais toutes ne sont pas applicables à tous les business. Évidemment, vous faites votre marché parmi ce qu'on propose. Voilà. Alors, premier truc que moi, j'ai testé et qui marche quand même pas mal du tout, c'est le réseau Pinterest. Alors, Pinterest, comme une grosse plateforme avec pas mal encore d'effets de découverte. Il n'y a pas ce système de fil d'actualité comme sur Facebook où le reach est minuscule. Il y a encore possibilité d'exister. Et le problème de Pinterest, bon, évidemment, c'est qu'il faut faire du contenu. Donc, il faut faire quand même du contenu régulier et plutôt de bonne qualité, ce qui peut prendre un certain temps, évidemment. Mais pour ça, vous avez l'option de prendre un mec sur Fiverr, un Indien, bon, alors, peut-être quelqu'un qui parle votre langue, c'est mieux, mais en gros, quelqu'un qui va pouvoir vous créer des centaines de contenus. Et évidemment, le mieux, c'est de faire à chaque fois un contenu incroyablement original, incroyablement percutant, incroyablement parfait. Mais on est dans un monde où on sait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et en même temps, les algorithmes demandent de la régularité pour vous mettre en avant. Et donc, parfois, cette régularité, vous ne pouvez pas la tenir avec la production de contenu exceptionnel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste vous envoyer un template, 2-3 templates à un mec sur Fiverr que vous avez préconstruit à l'avance pour avoir un peu de diversité. Vous lui envoyez 200 phrases, 200 situations, 200 liens à faire, que vous mettez une fois un gros coup de collier, vous lui faites un gros Excel. Vous lui envoyez le lien d'une base de données, d'une page, d'une collection sur Shutterstock avec les trucs que vous aimez bien et vous lui dites eh ben, tu m'assembles tout. Et ce n'est pas très compliqué en fait. Alors, évidemment, le mieux, c'est que ça ait du sens. Évidemment, vous n'allez pas mettre des photos de montagne si vous vendez des souris d'ordinateur. On est d'accord, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne marche pas tout le temps. Néanmoins, quand même, moi, j'ai utilisé du Pinterest Ads en mettant des citations, des photos, en mettant des articles pour faire des trucs qui avaient rapport avec le marketing. Quand même, ce n'est pas le truc le plus évident, Pinterest avec le marketing, et ça marche quand même pas mal, en fait. Ça marche quand même pas mal. Il y a des gens, typiquement, ils vont aller sur, par exemple, je sais pas, sur Pinterest pour trouver des idées de posts réseaux sociaux, de posts médias. Ben, on fait des épingles dans ce sens-là, et paf, on peut envoyer les gens sur notre site. Donc, même pour un truc où ce n'est pas ultra évident de base, on se pose, on cherche, et parfois, on quand même finit par trouver.
Ouais, surtout que ici, Pinterest, c'est quelque chose où c'est un réseau qui est encore plus qu'Instagram basé sur le visuel. C'est que ça. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il faut se démarquer. On se démarque par de la qualité. On peut faire un peu des trucs authentiques, etc., mais il n'y a rien à faire. Il faut une certaine qualité. On va dire l'investissement en temps est tellement grand que ça ne vaut peut-être pas toujours la peine d'attendre et d'investir autant de temps personnel. Bien Mais c'est sûr. vrai, comme on a dit, il y a des personnes dans les pays, on va dire, du tiers-monde qui, justement, de un, tu pourras les aider, on va dire, même si pour toi, ça ne coûte pas cher, de l'autre côté, bah, c'est limite un très bon salaire, et c'est du win-win. Il fait du bon travail. De toute façon, lequel choisir, etc., ça, il y a des avis, on regarde, les personnes documentent assez bien, on voit vite qui est bon, qui se démarque, qui ne se démarque pas. Et ensuite, ça permet justement d'avoir une présence qui est hyper forte, parce que je l'avais aussi utilisé pour un e-commerce que j'avais, et les chiffres sont fous. Je veux dire, comme tu as dit ici, Pinterest, le reach par rapport à Facebook, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en un mois, j'avais plus de 100 000 vues quotidiennes, etc. Je me disais, waouh, c'est exceptionnel. Et si je me rappelle bien, je payais $80 la semaine ou quelque chose comme ça à une femme qui faisait du très très bon travail. Je pense qu'elle venait des Philippines et c'était parfait. Donc, Ouais. ne pas hésiter à faire confiance, à tester. Et au final, on n'a rien à perdre. Mais ce qu'il a gagné de l'autre côté, c'est vraiment immense. Comme tu as dit, je pense que c'est vraiment. Maintenant, le réseau social est plutôt axé femmes, je pense. Voilà, vu les Plutôt pas statistiques. d'un certain âge, enfin d'un certain âge. Pas des vieillards non plus, mais c'est quand même c'est pas du 18-25 sur Pinterest, c'est un peu plus vieux. Et quand même 60% de femmes, il me semble, aux dernières stats. Voilà. Donc voilà, il faut que ça corresponde. Si vous vendez du produit financier ultra hardcore de niche, peut-être que vous n'allez pas sur Pinterest en priorité. Ça ne veut pas dire que vous n'y allez pas du tout, mais pas en priorité. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'elle soit un peu plus âgée, c'est peut-être dérangeant parce qu'il y a moins de personnes, mais encore une fois, le pouvoir d'achat est beaucoup plus Bien grand. Donc, sûr, bien sûr, bien il faut sûr. juste connaître sa cible. Et si votre cible rentre là-dedans, foncez. Exactement. C'est vrai que si on est dans la banque, peut-être pas commencer par ça, mais ça vaut toujours la peine de tester. De toute façon, là, j'ai une deuxième technique qui est probablement l'une de mes techniques préférées. Mais encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est pas. Enfin, il faut voir dans quelle priorité vous les mettez par rapport à vous. Hein, évidemment, Pinterest, il y en a peut-être, ils sont en mode non, mais pas du tout, pas du tout, pas le moment. Mais c'est pas un problème. Dire de là en tête, peut-être qu'un jour, ça le sera. Alors, justement, cette technique, on en avait parlé un peu en préparant cette émission. C'est la technique qui est hyper contre-intuitive aujourd'hui. Et pourtant, c'est génial. Ça me fait presque chier de le dire parce que je ne veux pas que les gens le fassent trop. C'est le mailing papier. Oui, l'emailing, c'est génial. Mais le mailing papier, c'est tellement sous-coté. Alors, j'explique pourquoi. Parce que les gens doivent se dire, le mec est complètement parti sur Mars. Mais en fait, non. Dites-vous un truc, c'est assez simple. C'est-à-dire que plus personne n'envoie de courrier aujourd'hui, grosso modo. Grosso modo, c'est les factures, les banques et parfois quelques ONG qui font bien le travail que je vais vous expliquer. Mais à part ça, vous recevez quasiment plus de courrier. Donc, le problème, à l'inverse, c'est que votre boîte mail, elle déborde, vous ne lisez plus, vous êtes sursollicité. Et donc, ce qui se passe assez naturellement, c'est que il y a une grosse partie de vos emails, c'est soit ils partent en spam, soit vous ne les lisez pas parce que vous n'avez pas le temps. À l'inverse, le papier. Maintenant, je vous explique. Vous prenez une enveloppe blanche, ultra simple. Sur cette enveloppe, vous mettez l'adresse de la personne. Si possible, vous l'écrivez à la main. C'est beaucoup plus de travail, c'est vrai. Si vous en faites 100 000, c'est un peu chiant. Mais disons que si vous pouvez, faites-le, c'est cool. Et puis, vous allez mettre un truc du style à l'écriture rouge, je ne sais pas, genre mention spéciale ou réservé ou genre important. Juste important, souligné en rouge avec l'adresse mail, avec l'adresse postale écrite à la main. Je vous garantis que vous avez 100% de taux d'ouverture sur un courrier. Enfin, je veux dire, vous avez un courrier qui vous est adressé à vous, qui arrive dans la boîte aux lettres, une enveloppe papier extrêmement classique, votre adresse marquée à la main, important écrit en rouge. Ne me dites pas que vous n'ouvrez pas, c'est pas possible. Même sans l'important, je l'ouvre. Franchement, moi Et personnellement, parce que voilà. comme tu as dit ici, les lettres qu'on reçoit, c'est. Moi, quand j'aime plus recevoir de lettres parce que c'est soit les impôts, soit la Voilà. police et un PV qui arrive. C'est Voilà. vraiment, c'est jamais quelque chose de commercial limite. Donc, et c'est vrai qu'il y a certaines ONG qui font encore ce travail-là. Je l'avais pas vu. Quelques-unes. Quelques-unes. Alors, malheureusement, il y en a trop souvent. Des ONG, je vois, elles mettent sur l'enveloppe, elles mettent le nom de l'ONG. Donc, en fait, le problème, c'est que directement, avant que tu ouvres l'enveloppe, tu sais qui t'adresse, tu sais ce qui va se passer. Et ça fait chier parce que du coup, instantanément, tu peux jeter le truc. Et la sollicitation, en fait, elle arrive trop tôt. Et donc, toute la logique, c'est que vous avez cette enveloppe qui est tout à fait neutre. Et à l'intérieur, vous allez mettre un courrier papier
une feuille, recto verso si vous voulez, mais une feuille simple. Là, vous n'allez pas pouvoir l'écrire à la main, je pense que ça va être trop de travail. Si vous pouviez le faire, ce serait idéal, mais évidemment, ça va être trop compliqué. Et juste cette feuille, vous allez faire un copywriting dans le plus pur style du copywriting américain, des Gary Albert qui ont inventé vraiment cette discipline. Et là, vous allez essayer d'embarquer la personne avec vous. Vous mettez un titre en haut très simple, de manière à ce que quand on ouvre l'enveloppe, ce soit immédiatement visible avant tout le reste. Ce titre, il doit être accrocheur. Évidemment, vous êtes là pour proposer donc un service, un produit, etc. Et ensuite, vous allez dérouler votre petite histoire avec un appel à l'action à la fin de cette lettre. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va faire la passerelle avec la haute technologie. C'est qu'à la fin de cette lettre, l'appel à l'action, il peut être tout simplement en fait sous forme, par exemple, de QR code. Maintenant, on sait tous comment bien les utiliser grâce à la pandémie, ou même avec un truc plus original, même par exemple une puce NFC. Vous pouvez tout à fait mettre un truc, une petite puce NFC collée sur le papier, et vous mettez un truc sur la lettre à la fin. Et maintenant, pour découvrir ceci ou je ne sais pas quoi, pour avoir votre avantage exclusif, pour découvrir le mot du fondateur, je ne sais pas quoi, posez votre téléphone dessus, activez le NFC et posez votre téléphone. Il y a un côté un peu joujou, il y a un côté un peu qu'est-ce qui se passe, c'est assez rare, donc on ne comprend pas trop. Et donc, on va avoir envie de le faire. Et donc ça, clairement, moi, j'ai eu l'exemple, donc j'ai fait des campagnes entre des campagnes hyper traditionnelles, papier, voilà, mal brandées, et des campagnes, comme je vous ai dit, avec la bonne enveloppe qui va bien, plus la petite puce NFC ou le QR code, et ben, on avait des taux de réponse qui étaient 5 fois supérieurs quand on commençait à mettre toutes les petites briques les unes avec les autres. Et c'était incroyable, quoi. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Tous les produits, encore une fois, ne s'adaptent pas. Mais Justement, ici, sur quel produit est-ce qu'on pourrait le faire? Parce que cette approche, franchement, tu me l'as dit, comme tu as dit en ouais. préparant l'émission, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, quel génie, tu vois. C'est c'est- Alors, c'est d'une en fait, simplicité ouais. que ça en devient du génie. C'est ça le truc. Et en fait moi, j'ai aucun mérite, hein. C'est vraiment juste revenir à la base de la base qui a été inventée. Et clairement, alors, ce cas de figure, ça marche extrêmement bien pour les levées de fonds. Je prends juste un exemple très rapide. L'une des plus grosses campagnes de levée de fonds, alors pas au monde, parce qu'aujourd'hui, avec la massification des audiences, ça a été beaucoup plus efficace. Mais à l'époque, l'une des toutes premières campagnes de levée de fonds qui avait fait un énorme carton, c'était donc un monsieur qui s'appelait Gary Albert, que j'ai cité, qui est probablement le père du copywriting moderne, qui avait fait un truc très simple. Il avait fait une lettre, comme je vous ai décrite, et dans cette lettre, je crois qu'il avait mis un billet de 10 dollars, je pense, ou 5 dollars, je ne sais plus, je sais plus. Et en fait, il expliquait aux gens, bah voilà, moi j'ai besoin, je suis en train de lever des sous pour une cause, etc. Et voyez, ce billet de 5 dollars que je l'ai mis dans votre enveloppe, et ben avec ces 5 dollars, peut-être que je peux acheter, je ne sais pas, 10 repas à quelqu'un qu'on a besoin. Et il dit, bah en fait, c'est simple. Soit vous avez besoin de cet argent, et à ce moment-là, fine, vous le gardez, c'est bien, vous allez pouvoir manger. Soit vous n'en avez pas besoin, et ce que je vous propose, c'est que vous me renvoyez un autre billet de 5 dollars. Et les mecs étaient en mode, mais putain, c'est trop puissant. Le truc est trop puissant et il avait levé une thune colossale. Je ne sais plus quelle était la cause exactement derrière ça, mais c'était exactement ce mécanisme. Et c'est typiquement ce genre de choses, ça marche trop, trop bien, quoi. Alors après, il n'y a pas que les ONG. Il y a typiquement, je pense, à du produit de service. Ça peut très bien marcher. Ça peut être même, par exemple, pour des garages, pour les changements de pneus en hiver, si vous faites ça de manière géolocalisée sur des codes postaux où vous savez qu'il y a besoin de changer les pneus à telle époque de la saison parce que vous avez anticipé qu'il y a la neige qui allait arriver, vous timez bien, ça peut super bien marcher. Dans l'immobilier, c'est ultra utilisé pour choper des leads de vendeurs, des gens qui veulent vendre leur maison. Et puis même, je n'ai jamais utilisé, je le dis très franchement, mais même pourquoi pas, en fait, sur certains produits e-commerce, peut-être à high ticket, pourquoi pas? Certains produits plutôt high ticket, je pense, ça peut tout à fait se réfléchir. Mais en fait, de manière générale, pour du service, ça peut fonctionner. Et à la base, en fait, avant le e-commerce, on avait la vente à distance, la vente sur catalogue, et ça fonctionnait exactement selon le modèle que je vous ai décrit. En fait, c'était exactement ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher en fait comment adapter cette logique à soi, mais je suis vraiment persuadé qu'il y a quelque chose à faire. D'accord. Et ici, le défi que je me dis, c'est vraiment comment trouver les informations, comment savoir que la cible est bonne. Parce que je veux Mmh. bien écrire sur, Mmh. on va dire, allez, on va commencer avec un chiffre raisonnable, 200 lettres. Je l'écris, Mmh. mais déjà, il faut que j'ai les adresses. Oui, Il faut que je sache que je sois la bonne personne. Il faut que je ne sois pas trop intrusif non plus. bien Donc, sûr. je pense que ça aussi, ça fait partie du processus de réflexion initial. Ouais, c'est un très bon sujet. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit on va s'adresser en B2B,
Donc, si on est sur du B2B, par exemple, il y a des plateformes comme Moneyhouse et Société.com, par exemple, qui, il me semble, vendent des fichiers d'entreprise, parce qu'en fait, tous ces gens collectent des données et je suis quasi sûr. Alors, moi, je suis en Suisse et je sais qu'en Suisse, on a un acteur énorme qui fait ça. Et typiquement, ils vendent des fichiers d'entreprise avec le nom du dirigeant, son numéro de téléphone, son adresse, etc. Donc, toutes ces données, entre guillemets, elles sont publiques et je dirais que c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Pour ceux qui ont la référence, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes sur du privé, en fait, il y a un truc qui s'appelle encore les pages jaunes. Ça existe plus trop maintenant, mais ça existe encore un peu. Et au-delà de ça, vous pouvez en fait choper des adresses mail, enfin des adresses du coup papier comme ça. Et après, pour la question de l'intrusivité, vous n'allez pas être ultra intrusif parce que vous n'allez pas forcément pouvoir ultra personnaliser chaque lettre. Donc, vous devez tenir un discours qui est somme toute assez convenu, assez généraliste pour pas trop faire peur, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, je dirais que ce n'est même pas ça l'enjeu. Par contre, d'un point de vue très concret de réalisation, il y a des outils qui existent pour faire du public postage. En fait, c'est très simple. Vous leur donnez un fichier avec 200 adresses dans un Excel. Il vous génère 200 lettres. Il vous met 200 enveloppes, il vous met 200 timbres, étiquettes avec l'adresse machin, et tout est géré automatiquement par le logiciel. C'est envoyé, vous ne voyez jamais le papier de votre vie. Et ça, c'est tip top. Alors, ça, c'est quand on est sur des très grands volumes. Et effectivement, comme je le disais, quand on est sur des petits volumes, le mieux, c'est de faire à la main. Ça, la vraie valeur ajoutée, c'est le côté main, même si c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais il n'y a rien à faire. Vous montrez un tel investissement à la personne, Ouais, bien sûr. tu ne peux pas ne pas répondre. C'est-à-dire que tu vois que le gars a pris le temps de l'écrire, au moins tu vas le lire. On va dire même si tu ne réponds pas, tu es sûr de le lire. Exactement, exactement. Au moins, au minimum de l'ouvrir. Et justement, sur ce genre de technique, on va dire, il y a eu tu m'as dit que tu as eu un taux d'ouverture de 100%. Tu as déjà utilisé cette astuce. En termes de résultats, tu m'as dit que tu avais fait 5 fois plus que Ouais. ça, c'est 5 fois plus. Alors, je vais reprendre l'exemple typique, c'est donc dans le monde de l'immobilier. Moi, encore une fois, je prends l'exemple suisse ou la Suisse pour expliquer très bien, pour un peu mieux que les gens comprennent. Il y a un problème sur le marché de l'immobilier en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs et très peu de vendeurs. Et donc, les vendeurs s'arrachent à prix d'or. Et grosso modo, la manière de trouver des vendeurs en Suisse de maisons, c'est j'envoie des courriers dans toutes les boîtes aux lettres d'un code postal et je dis, voilà, agence machin, si vous voulez vendre votre maison, passez par moi. Grosso modo, c'est le standard. Et puis après, vous avez du coup l'approche que nous, on a mis en place, qui était la lettre blanche, super simple, juste écrite à la main avec le nom de la personne et un courrier un peu plus copyrighté où en fait, on savait que dans ce code postal-là, c'était hyper résidentiel. Donc, il y avait beaucoup de familles. Donc, on a commencé à faire un courrier en mode, eh ben voilà, vous avez eu la chance de faire grandir et épanouir votre famille ici. Il se trouve que nous aussi, on a beaucoup de leads acheteurs qui sont des familles et qui cherchent à s'installer ici pour profiter du même quartier, de la même douceur de vie que vous avez pu expérimenter. Je vous ai mis un code promotionnel, pas un code promotionnel, mais je vous ai mis un code d'invitation sur cette lettre, par exemple, pour aller voir notre site et voir un peu ce qu'on peut vous proposer. Et quand on a fait ça, on a vu qu'on avait 5 fois plus de réponses que la stratégie habituelle de juste présentation de l'agence immobilière lambda, quoi. Et donc là, clairement, c'est… Et en fait, il faut bien comprendre, c'est que de 1 à 5, sur un mandat de vente de maison, c'est de 50 000 francs à 250 000 francs. Donc, c'est colossal, en fait, la dépense, le résultat en face, quoi. C'est ça, Donc, et en termes d'investissement en temps, bon, c'est saoulant d'écrire des lettres, mais tu as une lettre, le copywriting, il faut bien le faire, ça, il n'y a rien à dire. Faut avoir des bases en copywriting, on peut même se faire aider. Et puis, de l'autre côté, franchement, tu prends une matinée, on écrit des adresses. Hein. C'est pas l'investissement le plus fou non plus. Non, ça prend du temps, mais en termes d'argent, c'est pas… Voilà. Et Ça. alors, c'est marrant parce que je rebondis sur un autre point parce qu'on est dans le monde de l'immobilier et c'est un point que j'avais également développé dans l'immobilier aussi. Donc, c'est une autre technique, là, complètement rien à voir. Mais je fais la transition parce que la transition est toute trouvée. C'est les fausses annonces Le Bon Coin. Alors, Le Bon Coin ou autre plateforme, bien sûr. Je vais prendre un exemple très précis. Sur Le Bon Coin, moi, à un moment, je lançais un service de conseil en investissement immobilier et ce qu'on proposait, c'était en gros un service de chasseur immobilier pour trouver des maisons pour vous. Voilà. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait mis une annonce sur Le Bon Coin qui était vraiment le bien que tous les investisseurs recherchent. Un petit peu de travaux, pas trop cher, mais suffisamment pour pas que ce soit alertant en mode il y a un danger et bien situé, etc. Et donc, les gens, on met l'annonce.
En fait, ils envoient donc un contact, on avait mis un numéro de téléphone et un email. Les gens écrivent pour avoir des infos. Et en fait, à tous ces gens, on leur répondait en mode ah, désolé, la maison vient d'être vendue. Mais par contre, si vous voulez, si vous aimez les biens comme ça, bah, ça tombe bien. Moi, j'ai un fichier avec plein d'autres biens et j'ai des mecs qui, toute la journée, alimentent ce fichier et tous les soirs, ils envoient un email récap avec les biens qu'ils ont trouvés. Ça vous dit d'en savoir plus? Et là, c'était du délire parce que, en gros, tu avais une audience qui était ultra qualifiée et tu leur proposais le service qu'ils voulaient. Alors, bon, j'ai fait ça aussi avec des vélos après, où tu fais exactement la même chose pour vendre des vélos. Tu faisais le vélo parfait en mode « Ah, désolé, ce vélo vient d'être vendu. Mais par contre, j'ai le même, si vous voulez. C'est très simple. Passez-moi un petit coup de fil, puis je vous le montre, on en parle. » Même technique. Donc ça marche très bien. Le problème de ça, c'est que Le Bon Coin fait une chasse féroce aux annonces de ce genre. Et grosso modo, si vous êtes un petit peu trop visible et que si vous avez des plaintes sur ce genre de choses, votre compte peut sauter assez vite. Donc, je préfère mettre en garde tout de suite. C'est possible. Je trouve hyper puissant d'aller se positionner en fait sur des communautés, sur des lieux où votre audience, elle est déjà. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est dans l'immobilier, Le Bon Coin, c'est la première plateforme immobilière de France. Les mecs, ils sont tous au taquet. Et typiquement, Vinted, ça peut être la même logique. Vinted, vous pouvez avoir ce super t-shirt, voilà. Ah, désolé, il ne marche plus. Et puis après, quand vous échangez avec la personne, vous avez le numéro de téléphone, nanana, vous pouvez lui dire, mais au fait, peut-être que tu veux passer sur mon site e-commerce, j'ai la même chose, tu vois. Attention, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'en plus, Vinted, il y a une mentalité très seconde main, etc. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est pour vous donner la logique de trouver les communautés où sont déjà votre audience, en fait. Justement, ici, quand tu as dit, t'as dit un peu ça, j'ai directement pensé à la marketplace Facebook aussi. C'est quelque chose, je ne sais pas si tu as déjà testé ou pas. Bien sûr, à fond. Génial. Marketplace Facebook, sous-coté. Hein. Ça donne des très bons résultats. C'est un petit peu de temps parce qu'en fait, quoi que vous mettiez comme offre, il y a toujours 50-60% de déchets dans les leads acheteurs que vous allez avoir. Mais à part ça, moi, je vais quand même le dire parce que ce n'est pas un exemple que j'ai vécu directement, mais j'ai quand même connu un mec, c'est réel, hein, qui faisait venir des palettes de machines à coudre de Chine et il les vendait ensuite, les machines à coudre sur Marketplace et il faisait du beurre comme ça. Donc, bon, et évidemment, il y passait du temps, mais le mec se dégageait quand même de la thune, quoi. C'était pas négligeable, quoi. Donc, je veux dire, voilà, tout est possible. Et là, typiquement, on est sur un aspect e-commerce. Mais franchement, si vous avez des produits e-commerce, peut-être ça peut très bien fonctionner au début, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour des personnes qui n'ont pas un budget, qui est hyper intéressant. On va dire même pour celles qui ont un budget, c'est bien de s'en servir. Mais une personne qui n'a rien à perdre au début, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, justement, depuis tantôt, je me dis, waouh, que des bonnes idées. C'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que chaque fois, tu justifies avec une logique, c'est-à-dire que bah, mon audience, elle est là. Certes, je vais avoir, comme tu as dit, 50 ou 60% de déchets, mais j'ai une masse énorme et surtout, 40% de cette masse est intéressante. C'est vraiment pas négligeable. Et c'est quelque chose qui est peu utilisé. Franchement, j'avais jamais pensé à cette technique-là, mais tu me donnes des idées. Alors là, j'ai parlé beaucoup de e-commerce. Maintenant, il y a un truc que je vais donner, c'est peut-être plus pour du côté service. Ouais, du service en général. Et d'ailleurs, je vais donner le truc, c'est la manière dont j'ai trouvé mon premier client pour mon agence. Comment est-ce que je fais pour trouver mon premier client quand je suis freelance, quand je suis une agence, mais pour tout, hein, pas que marketing, pour plein de choses. Et j'ai fait en fait des meet-up. Donc, je me suis mis sur la plateforme Meetup qui organise plein d'événements. J'ai créé un groupe, donc j'ai payé 60 $ pour 6 mois, je crois. Et j'ai créé mon groupe. J'ai organisé des événements. Donc, c'était en plein Covid en plus. Donc, voilà. Mais bon, j'ai fait des trucs pur digital, conseil, marketing, etc. Et en fait, à la fin, j'étais en mode du pur contenu gratos pendant 1 heure. Et à la fin, j'étais en mode et en fait, juste pour vous dire, si jamais il y en a qui veulent aller plus loin dans la salle, en plus de ça, vous avez vu, moi, j'ai une agence et clairement, si ce que vous avez entendu ce soir, ça vous parle, vous avez mon numéro de téléphone qui vient d'apparaître dans le chat. Vous le notez, vous m'appelez, vous me faites un mail et puis je serai hyper heureux de pouvoir voir ce qu'on peut faire ensemble. Et j'ai trouvé mes premiers clients pour l'agence comme ça. Et pour l'agence marketing, ça marche, mais vous faites la même chose peut-être pour des cours de yoga. Vous faites 2 sorties découvertes yoga and wine l'après-midi dans un parc et à la fin, vous êtes en mode, vous avez passé un bon moment. Écoutez, je monte une école de yoga. Si vous voulez, on peut se refaire ça de manière un peu plus sérieuse tous ensemble le samedi. Et ça peut tout à fait partir comme ça. Et donc là, pour du service,
ça peut être en fait un bon point parce que, encore une fois, Meetup, c'est une plateforme que les gens viennent utiliser pour choper des compétences, choper du contenu, apprendre des choses. Donc, tout ce qui va être, pas forcément, parfois c'est juste pour échanger, pour voilà, mais grosso modo, il y a quand même pas mal ce côté, j'ai envie de m'épanouir, de m'émerveiller, enfin de m'éveiller à quelque chose sur Meetup. Et donc, ça peut être un moyen pour aller vendre tout cet aspect un peu service Et, dans ce problème. et justement, en fait, il y a quelque chose qu'on trouve souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'il y a une expertise, mais ils n'arrivent pas à la vendre ou ils n'arrivent pas à faire comprendre au marché leur expertise. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que tu viens, tu donnes de la valeur, t'apportes, t'apportes, t'apportes. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que tu augmentes en crédibilité aux yeux de ces personnes-là. Tu as un Ouais. public qui est qualifié parce que le gars a envie de venir t'écouter. C'est Et ça. automatiquement, à la fin, on va dire vous êtes 10 agences, mais à toi, il te fait confiance parce que tu as déjà fait ce premier pas vers lui. Il a l'impression de te connaître, tu l'as déjà aidé, c'est parfait. Tu as parlé de yoga, on peut parler voilà, de tout ce qui est coach sportif aussi, ça peut être pas mal. Agence, Exactement. Exactement. agence de marketing digital ou voilà, tout ce qui est prospection, etc. Je me dis, voilà, toi, vraiment, c'est vraiment ton domaine aussi. Et ça me fait aussi un peu penser à Clubhouse, un peu dans un À autre fond. style. Même logique. Même, C'est exactement la même logique. c'est vraiment ça, c'est quelque chose à ne pas négliger aussi. C'est tout à fait ça. Et là, effectivement, on est bon. Alors là, avant, on était plus sur vraiment du B2C. Là, on est peut-être un peu plus sur du B2B. Vraiment. Mais en fait, voilà, il faut tout. Il y a un autre truc, j'ai encore deux, trois idées. Il y en a une dont j'aimerais vous parler, qui est alors, je vais citer l'exemple, le cas, peut-être ça rappellera des choses à certains. C'était une opération qui s'appelait Sauver Pikachu, qui était fait par un mouvement qui était anti-IVG. Bon, le sujet, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre. En fait, moi, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est juste de vous expliquer la logique marketing qu'il y a. Et ils avaient fait un coup, pour le coup, qui est pour moi du génie. Alors après, le mouvement, on en pense qu'on en veut, comme je l'ai dit, mais pour moi, le coup marketing était du génie. C'est-à-dire qu'ils faisaient des clean tags dans la rue. En gros, vous prenez un chercheur à haute pression et vous nettoyez la saleté d'un trottoir pour faire apparaître un motif. Et eux, ils avaient mis partout dans les rues de Paris des Pikachu avec un QR code et la mention Sauver Pikachu. Et ça, c'est ce genre de truc, tu es en mode what the fuck. Tu es dans la rue, tu es en mode quoi? Et tu vois ça un peu partout. Et au bout d'un moment, tu as un QR code, tu sors ton téléphone, tu prends le QR code en photo, ou tu avais un site internet, je ne sais plus exactement. Mais... Et là, du coup, tu vas sur leur site. Et après, sur leur site, tu comprends ce qui se passe. Bon, mais là, ce n'est plus notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est la logique pour attirer du trafic. Et en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas de faire du clean tag, parce que faire du clean tag, oui, c'est déjà cool, mais en soi, ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser une référence de pop culture hyper populaire et de s'en servir en intriguant pour faire passer un message. Et ça, c'est ultra puissant. Je vais prendre un exemple qui sort un petit peu de l'ordinaire, enfin qui sort un tout petit peu du cadre parce que c'est un petit peu du payant, mais je fais juste une petite parenthèse. Alors, attention, je mets un gros disclaimer, ce que je vais dire est formellement interdit d'un point de vue du copyright, de la loi sur les copyrights. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis que ça peut être intéressant d'y réfléchir d'un point de vue conceptuel et théorique. Mais en gros, vous avez un service, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, vous avez un service marketing et votre audience, c'est des ultra geeks. Vous le savez, et vous êtes à la croisée. Vous avez deux cercles, vous avez l'audience intérêt geek et intérêt marketing. Et ces cercles, ils se recoupent. Et en fait, au milieu de ces cercles, peut-être que vous pourriez faire des ads de type, je ne sais pas, la publicité dont même Luke Skywalker n'aurait pas rêvé. Et en fait, l'idée, c'est vous prenez des éléments du monde du geek, des références de ce monde-là, vous les mettez par rapport à votre service et vous faites un mix des deux, une symbiose. Et là, il y a des résultats. Bon, moi, pour avoir un peu tatillé le terrain, c'est vraiment impressionnant. Les résultats sont géniaux parce qu'en fait, vous sortez complètement du discours hyper convenu de l'agence marketing, tatati, bien cadré. Vous faites mouche parce que vous parlez directement à votre audience à travers des références qu'elle possède. Et en plus, vous avez un discours qui est original. Attention toutefois, il ne faut pas que ça fasse cheap, il ne faut pas que ça fasse vraiment tirer par les cheveux. Il faut quand même qu'il y ait une petite cohérence, qu'on ne se dise pas, genre, ouais, qu'on lève les yeux au ciel en mode, ouais, d'accord, super. Quoi. Il faut qu'il y ait un minimum de trucs. Quoi. Mais donc, voilà un peu l'idée. L'enjeu reste toujours de garder ce côté original et sérieux en même temps. C'est-à-dire qu'ici, Voilà. l'avantage, c'est qu'il y avait par exemple un QR code. Ce n'est pas à la portée de tout le monde d'aller faire du clean tag, mais
l'idée, Voilà. comme tu as dit derrière, c'est vraiment bien connaître Ouais. son audience et Ouais. venir leur parler leur langage, avoir avec leurs rêves et titiller leur curiosité, vraiment se dire, à la fin, ils doivent se dire, Bien mais je me sûr. suis fait avoir. Moi, Ouais. j'ai lu plein de fois, plein de trucs, et je me dis, je me suis fait avoir, mais qu'est-ce qu'il est fort, tu vois. C'est quand tu t'assieds, tu Exactement. tu te dis, waouh. Et, Exactement. et ça, c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas si compliqué que ça, hein. Il faut juste un tout Non. petit peu réfléchir, peut-être discuter avec les personnes de son audience, bien les connaître Ouais. et jouer là-dessus. Et typiquement, en fait, c'est des choses où le principal problème, le principal fait qu'on ne veut pas aller sur ce genre de réflexion, c'est l'autocensure. C'est en mode, ah non, mais l'image de marque, l'entreprise, non, non, c'est pas ça. Mais en fait, attendez, enfin bon, déjà, si vous bossez dans une boîte où vous mettez une telle pression, je trouve ça dommage pour vous, parce que en plus, si c'est votre propre boîte, c'est con de se mettre une telle pression. Alors, encore une fois, à moins que vous soyez déjà un énorme mastodonte et que vous ayez des choses à perdre. Mais sinon, en fait, il faut vous dire, mais je teste. Et puis peut-être ça va être un énorme four. Ce sera un énorme four 3 fois sur 4 peut-être. Mais c'est pas grave parce que la quatrième fois, ça va surperformer et ça va tout niquer. C'est ça qu'il faut. C'est ça le truc. Comme on l'a dit au début, c'est vraiment tester. Mm. Vous allez vous viander la plupart du temps. Mais Ouais. le jour où ça marche, ça explose. Et là, ça y est, c'est un succès monstre. Et comme tu as dit ici, voilà, le message qu'on veut faire passer derrière, voilà, ils étaient anti-IVG, ben, Mm. ils ont réussi. Il n'y a rien à faire. Qu'on Ouais, soit d'accord exactement. ou pas, ça, c'est pas nos affaires. Mais vraiment, de l'autre côté, comment ils apportent ça, au Mm. final, ils ont eu ce qu'ils veulent. Donc, pareil en business. Ouais. Nous, on veut apporter une valeur. Il y a toujours Mm. quelque chose au-delà de l'argent. C'est vraiment faire passer, aider les gens ou apporter un service, apporter une expertise, etc. Et le faire comme ça. Et j'irais même jusqu'à dire, ben voilà, vous avez plein d'idées ici possibles. Allez écouter le podcast Allo Fiston, il y aura d'autres idées. Ouais, Et bien à sûr. la fin, limite, votre imagination vous donnera d'autres idées. Faites un Bien mix sûr. entre plusieurs idées et Ouais. testez. Peut-être qu'il y a une combinaison à laquelle on n'a pas pensé. Et, euh, et venez nous le dire quand ça marche ou que ça ne marche pas. Dites-le nous. Nous, on relaiera ça. Et on Exactement. C'est tout à fait juste. Là, il y a encore plein d'autres idées. Bon, après, en fait, on pourrait faire une liste, mais très rapidement, juste parce que bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez réfléchir autour de l'aspect un peu de guérilla marketing dans la rue. Encore une fois, moi, il y a un dicton que j'aime beaucoup, il faut prendre avec des pincettes, qui est mieux vaut demander pardon que la permission. Et donc, très souvent, vous êtes en mode, ah oui, mais je ne peux pas faire ça dans la rue, il faut demander des autorisations, compliqué. Bon, faites un peu pour voir comme ça au début, et puis ensuite vous voyez, hein. Puis, voilà. Alors évidemment, ça dépend. Vous êtes en Suisse, demander pardon, ça coûte souvent très très cher, donc on fait attention. Mais il y a des endroits où ça peut se tester, quoi. Et typiquement, il y a un dernier gros sujet pour moi aujourd'hui d'acquisition, qui est, on en a déjà parlé, c'est pas ultra original, mais enfin, il y a plein de gens qui en ont parlé avant moi, c'est TikTok. TikTok est un énorme sujet, extrêmement sous-coté, je pense. Et il y a encore, ça ne va pas durer, mais je pense qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour se faire connaître sur TikTok gratuitement et attirer masse trafic sur ses projets, ses sites, ses blogs, etc. Pour une raison très simple, que l'algorithme ne fonctionne pas du tout de la même manière que Facebook, que YouTube. Pardon. YouTube récompense la régularité, récompense vraiment le côté mis en avant par les pairs. Il faut déjà être un peu instauré pour arriver à émerger. Sur TikTok, c'est beaucoup plus facile et ça changera, je pense. Mais aujourd'hui, moi, clairement, quand les gens aujourd'hui viennent me voir et me disent, voilà, j'ai envie de percer, quel compte réseau social tu me conseilles pour démarrer? Si leur activité s'y prête, parce qu'évidemment, tout ne s'y prête pas, je leur dis, si vous aimez vous montrer et que votre activité s'y prête, vous faites juste du TikTok. Ne parlez ne parlez pas de YouTube, hein. Instagram, pourquoi pas, mais TikTok d'abord. Et ensuite, on verra. Et voilà. C'est vraiment ça. Ils sont dans une optique de justement de bouffer le marché. Clairement, Ouais. ils ont envie de faire ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ils mettent en avant ton contenu parce qu'il n'y a pas encore assez de créateurs de contenu. Donc, c'est simple. Toi, tu fais du contenu, ils ont envie de te mettre en avant. Donc, ils vont te montrer à plusieurs personnes. Contrairement à Facebook qui te tue ton reach, c'est Ouais. parce qu'ils ont tellement de créateurs de contenu et il y a, on va dire, moins de lecteurs que sur TikTok. Enfin, le ratio Ouais, c'est est ça. moindre et donc, automatiquement, tu es moins mis en avant. Et donc là, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de créateurs sur TikTok. Donc le ratio commence à s'équilibrer. Et donc, c'est vraiment peut-être pas le dernier moment, mais vraiment, Ouais. Ouais. il a encore temps de rentrer. Ça, c'est quelque chose qui est, On est tout à fait que je d'accord. confirme vraiment parce que j'ai vu des succès monstres sur TikTok. Tu te retrouves à faire des vidéos qui ne prennent pas nécessairement beaucoup de temps, hein. C'est quelque Ouais. chose d'assez simple.
Et puis tu te dis, ben voilà, avec peut-être 200 abonnés, j'ai réussi à avoir 100 000 vues ou 100 000 personnes sur mon blog. C'est vraiment, vraiment pas négligeable. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit tantôt avec Meetup et. euh, non, pas avec Meetup, avec Le Bon Coin, quand on disait qu'on aurait beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressantes, mais face à la masse, ne serait-ce que sur 100 000 personnes, si tu as 1% qui finit en client, tu es refait. Bien Donc, sûr. c'est déjà C'est beaucoup. c'est clair. Enfin voilà, écoute, moi, en vrai, j'ai plein d'autres petites techniques, mais je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de continuer à développer une liste là où on va rentrer dans des trucs un peu plus niches. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'encourage vraiment les gens à faire, voilà, c'est à rester curieux et surtout pas avoir peur de tester, ça je l'ai dit. Et pour vous trouver des idées, en fait, mais c'est tout con, mais moi, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup, beaucoup la presse américaine de marketing, déjà, premièrement. Et ensuite, je vais beaucoup chercher mon inspiration en fait dans les YouTubeurs, dans les vidéastes YouTube, parce que souvent, c'est des mecs qui tentent des trucs de dingue. Euh, Moi, je regarde vraiment de tout, de tout. J'essaie d'avoir juste la culture générale la plus vaste possible à ce niveau-là. Et en fait, je me dis, ces mecs-là, parfois, ils font des trucs dans la rue. Mais en fait, peut-être que je peux détourner ça pour mon marketing. Peut-être que je vais juste regarder la dernière tendance qui a buzzé et je me dis, ça, je peux le détourner pour du marketing. Et donc, en fait, c'est vraiment la presse pour le côté un peu sérieux, voilà. Et après, les youtubeurs pour comprendre la pop culture, pour comprendre ce qui diffuse dans la société, un peu la manière dont les gens se comportent et pour se dire, bah, ça, je peux le réutiliser à mon escient. Alors, ça marche encore plus quand on travaille sur des cibles un peu jeunes, bien sûr, mais si vous êtes sur des cibles un peu plus vieilles, vous avez aussi des prescripteurs de tendance. Allez voir ces gens, regardez comment ils se comportent, comment ils parlent, et vous pouvez adapter votre discours et réutiliser ça. Voilà, pour faire simple. Justement, ici, ce qu'on avait dit, c'est tu as tellement d'idées, tu as tellement d'approches que le but, c'est pas de donner vraiment les donner toutes parce que sinon, on devrait faire un séminaire. Mais Mm. le truc, c'est que on voulait vraiment expliquer aux gens que peu importe votre cible, peu importe votre budget, etc., peu importe votre affinité avec, on va dire, la technologie, etc., il y a des solutions. Bien sûr, C'est possible. bien sûr. Ici, moi, tu m'as donné plusieurs idées ne serait-ce qu'à moi, pour mon propre business, je me dis, waouh, j'ose même pas imaginer les gens qui regardent, ils doivent être en kiff. Je te remercie J'espère, vraiment, j'espère. vraiment énormément. C'est, et j'ai vraiment envie de dire aux gens, testez, n'ayez pas peur, essayez, c'est qu'un mindset. Ici, Bien lui, sûr. bien qu'il soit très, très intelligent, il a un grand mérite d'aller chercher, etc. Mais ce n'est pas sur l'idée qu'il trouve où le mérite est. C'est vraiment l'effort qu'il fait, le fait de garder, d'avoir cet œil-là, de chaque fois se dire comment je pourrais réutiliser ça, comment je peux m'approprier cette technique-là, ou ça, et la customiser par rapport à mon besoin réel. Bien sûr. Non, mais c'est exactement ça. Et je pense que il y a aussi un truc qu'il faut bien. Ça, c'est pas évident, surtout quand on commence à faire un petit peu du marketing un peu où on s'expose, notamment dans la rue, etc. C'est on a peur. Tu sais, il y a un peu le côté genre un peu honte, tu vois, un peu malaise. Et ça, je le dis, il faut se faire violence pour le dépasser. Mais vraiment, j'encourage parce que c'est déjà, vous allez apprendre plein de choses sur vous, sur votre business. Et vraiment, encore une fois, si vous n'avez pas les moyens de mettre des dizaines de milliers d'euros en ads tous les mois, bah, vous devez trouver d'autres solutions. Et attention, ce n'est pas parce que vous allez faire des clean tags dans la rue ou des fake annonces Le Bon Coin que vous aurez d'aussi bons résultats que si vous pouvez mettre 50 000 balles par mois. Je vous le dis, ça me paraît peu probable. Mais on joue avec les armes qu'on a, tout simplement. Mais c'est ça, le but, c'est justement d'arriver à ce niveau-là pour pouvoir mettre les Voilà, 50 000 balles par mois. exactement. C'est un Exactement. ascenseur qu'on veut prendre. En tout cas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Généralement, je demande à chaque fois un petit conseil à la fin. Tu l'as donné. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment foncer, tester, Ouais, tester. Si tu as d'autres ouais, conseils, n'hésite pas. Mais tu en as ouais, donné tellement que ouais. il me semble que C'est, c'est- je réinsiste dessus, mais c'est tellement important et je le dis parce que j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises et même des startups, des boîtes qui sont jeunes, qui sont dynamiques, mais ces boîtes-là refusent de tester. Et je pense que, enfin pas toutes bien sûr, mais en fait, je pense que la réponse la plus grave qu'un chef d'entreprise puisse donner quand il est encore dans une phase émergente, c'est refuser de tester ou c'est de dire on ne fait pas ça. Et quand tu poses la question pourquoi, c'est oui, mais on a toujours fait comme ça. Le on a toujours fait comme ça, pour moi, cette phrase devrait te destituer de ton rôle de chef d'entreprise. Alors, quand tu es tout en haut, que tu as déjà une grosse boîte à faire tourner et que tu as besoin de stabilité, ça s'entend. C'est tout à fait logique. Je ne suis pas un malade mental, je comprends. Mais quand tu es en phase de construction, en fait, il faut bien comprendre que si vous ne testez pas sans truc, c'est sûr que vous passez à côté de votre business. Donc voilà, le mot, c'est ça, tester, tester, tester.
C'est ça, généralement, si vous avez envie de changement, vous avez envie d'amélioration, etc., il faut tester des techniques que vous ne faites pas pour l'instant pour avoir des résultats que vous n'avez pas. C'est une phrase bateau, mais Bien justement. sûr. Bien sûr. Et testez contre vous-même, surtout, par pitié. Testez contre vous-même, parce que moi, je le sais, je sais pas, je dois faire des 50, 60 A/B tests par semaine sur des landing pages, sur des pricing, sur des offres, sur des funnels. Et tellement de fois où je me suis dit, mais ça, c'est sûr, ça va pas marcher. Et en fait, non, bah, c'est ça qui a marché. Donc, en fait, j'en sais rien. Juste, j'en sais rien. Et ça, je pense qu'en fait, ce qu'il faut pour réussir, c'est vraiment mettre votre ego de côté. Et n'essayez pas de prouver que vous êtes plus intelligent que les autres, que vous avez eu le coup de génie qui a anticipé tout comme tout avant les autres et que, tu vois, je t'avais bien dit, je t'avais dit que ça allait marcher. Ça, c'est le meilleur moyen d'être juste déjà un tocard et de mettre votre boîte dans le mur. Ce qu'il faut, c'est vous dire, je ne sais pas. Personne autour de la table sait. La seule personne qui sait avec certitude, c'est le marché. Donc, on va tester et le marché nous dira. Bon. C'est ça. Et plus on donne la parole au marché rapidement et le plus de Voilà, fois, exact. plus on le cernera, plus on aura d'expérience et plus on pourra le connaître et tester des approches de plus en plus efficaces et rentables. À fond. À fond. Parfait. Sur ces belles paroles, sur cette sagesse de fin, j'aimerais juste te demander les deux, trois personnes que tu juges compétentes dans ton entourage. Peut-être, je pense qu'il y en a plusieurs, mais deux, trois personnes qui te tiennent à cœur, que tu aimerais mettre en Ouais. avant et que les personnes pourraient suivre et que moi, je devrais aussi inviter ici au Lead Club. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais Emeline Besson, qui co-anime donc le podcast Allo Fiston avec moi, mais donc vous pouvez la retrouver, nous sommes en duo toutes les semaines le jeudi. Et puis, alors après, si je dois parler j'ai deux, trois noms. La première personne, c'est une légende vivante du marketing francophone, c'est Stan Leloup, que j'imagine que tout le monde parmi nous connaît. Et en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer à Bangkok, dans le cadre de mon ancien travail, pour faire simple. Et je l'ai trouvé impressionnant. Non, alors déjà parce qu'il est extrêmement doué dans ce qu'il fait, mais impressionnant de focus. Il avait une ligne, il avait un plan. Il savait où il allait. Et moi, je venais lui proposer une opportunité commerciale qui était quand même assez nette. Et c'était en mode, bah désolé, mais en fait, non, c'est pas le plan, quoi. Il n'a pas dit comme ça, bien sûr, avec beaucoup de politesse. Vraiment un mec super, mais j'ai trouvé qu'il était un modèle voilà, il savait où il allait. Je trouvais que c'était impressionnant. Il y a une deuxième personne. Vas-y, je t'en prie, je vois que tu veux. Non, justement, parce que au-delà de ça, toi, il t'a impressionné par ça, mais au début, comme tu as dit, le gars, il est compétent. Je veux dire, même les gens, je vous invite tous d'aller regarder ses vidéos. C'est Avec les choses. impressionnant. En termes d'analyse, etc., il fait un travail magnifique. Il n'y a rien à, il y a rien à dire. C'est vraiment quelqu'un que je pense pas qu'on pourra l'inviter de sitôt, mais C'est on le le boss, tentera. Stéphane. On le Mm. tentera et on verra. Mais en tout cas, allez le suivre, allez regarder Ouais, sur YouTube. C'est vraiment de la bombe. C'est quelque ouais, chose c'est de de la très, bombe. très, très, très bonne qualité. Moi, c'est juste assez incroyable ce qu'il fait. Enfin, vraiment, je suis assez impressionné. J'ai acheté son bouquin. Enfin, je suis un peu un fanboy, mais je l'assume parce que franchement, je trouve que ce Pareil. mec est. Alors, après, d'un point de vue. Là, cette fois, c'est plutôt des personnes de mon entourage. Je pense à deux noms, qui sont deux personnes avec qui j'ai travaillé et chacun dans leur domaine m'impressionne en fait par leurs compétences. La première personne, c'est un mec qui s'appelle Jérémy Bognoni, qui n'est pas vraiment un mec sur la scène qui communique. Juste, moi, je sais, j'ai travaillé avec lui. C'est avec lui que j'ai commencé dans ce métier de l'acquisition. Et lui, à l'inverse de moi, est quelqu'un de beaucoup plus cadré. Moi, je suis un peu une énergie qui part un peu dans tous les sens pour explorer. Et lui, par contre, c'est un modèle, je trouve, pour prendre un sujet et le drill à fond, l'ultra approfondir. Et il a une lecture marketing des choses et une analyse qui, pour le coup, est super fine, je trouve. Vraiment, voilà, moi, c'est quelqu'un avec qui ça marche bien en duo déjà. Et je trouve qu'il a vraiment un côté très impressionnant par sa capacité à se cadrer et à analyser en profondeur les choses. Et puis la troisième personne, c'est quelqu'un que j'ai reçu sur mon podcast Allo Fiston, qui est aussi un ami, mais je tiens à le mentionner parce qu'il a des compétences très particulières en termes de brand love. Il a développé une marque de matcha qui s'appelle Matcha Botanicals. Bon, si on aime le matcha, voilà. Mais surtout, ce qui est très, très impressionnant, c'est qu'il a réussi à développer en fait un amour de la part de ses clients pour son entreprise absolument incroyable à travers plein de choses, comme une petite mascotte qu'il habille selon les saisons pour créer de la personnalisation, à travers une ultra, ultra personnalisation des colis, du processus d'envoi des colis en e-commerce. Il fait des trucs de dingue où il envoie des photos par email du colis et de la personne qui met le colis dans la boîte avec un petit mot écrit à la main et tout. Enfin, alors, en réalité, tout est automatisé,
mais c'est tellement bien fait que tu n'en as pas l'impression. Et il a développé un savoir-faire là-dedans qui est assez incroyable. Voilà, donc c'est deux personnes pour deux trucs différents que je recommande aussi. Il s'appelle comment celui-là? Parce que tu m'as Alors oui, j'ai pas donné son prénom, pardon, il tu m'as s'appelle fait un physique de Jean-Charles. dingue. J'ai trop envie de savoir et tu. Allez, au Il revoir, salut. s'appelle il s'appelle Jean-Charles Gache. Voilà, lui aussi, c'est quelqu'un qui est presque inexistant je dirais, dans l'influenceur game. Mais si jamais tu me demandes, et puis je te passerai son contact. Ça va, parfait. Merci beaucoup. Bah, merci à toi surtout, hein. C'est comme ça qu'il faut dire. Franchement, c'était parfait. J'ai beaucoup aimé. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vont regarder vont aimer. Et surtout, c'est encore une fois, n'hésitez pas à garder, à tester, à tenter, à discuter de ces techniques avec des gens autour de vous. Et Ouais, bien sûr. en discutant, je pense que toutes ces idées, je ne vais pas sous-estimer, mais à mon avis, il y a quand même eu des discussions à droite à gauche et ça permet justement de faire mûrir des idées, de Bien sûr. ramener parfois de l'imagination, des petits hacks comme ça. Et franchement, je trouve ça parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt parce qu'à mon avis, Avec plaisir. on refera appel à toi. C'est tellement Avec c'est. grand plaisir, quand tu veux. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Ciao.